Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café sans filtre avec ton RH, le podcast sans tabou sur le monde du travail d'aujourd'hui et de demain, propulsé par le cabinet de conseil RH et organisme de formation Blossom Talent. Aujourd'hui, 44% des salariés français sont en état de détresse psychologique au travail. Je vous invite à explorer ce vaste sujet sous l'angle du rôle du manager dans la gestion de cette souffrance. Qu'il s'agisse de stress, de surcharge de travail, de conflits interpersonnels ou d'autres facteurs, cette souffrance peut avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale et physique des collaborateurs, ainsi que sur la performance globale de l'entreprise. C'est pourquoi il est crucial de comprendre le rôle que jouent les managers dans la prévention et la gestion de cette souffrance. Ils sont en effet souvent les premiers points de contact pour les salariés confrontés à des difficultés. Et leur manière de gérer ces situations peut faire toute la différence. Pour explorer ce sujet complexe, nous avons le plaisir d'accueillir une experte, Valérie Roger. Elle partagera avec nous son expertise sur la façon dont les managers peuvent contribuer à créer un environnement de travail sain et épanouissant pour leurs équipes. Alors, sans plus tarder, prenez avec vous votre petite tasse de café et démarrons notre discussion avec Valérie Roger sur le rôle du manager dans la gestion de la souffrance au travail. Bonjour Valérie, Bonjour Jennifer. est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Oui, avec plaisir. Alors donc moi je suis Valérie Roger, je suis psychologue clinicienne. Alors on peut définir la psychologie clinique comme la psychologie de l'individu. J'ai été amenée dans ma vie à travailler depuis 30 ans dans les entreprises privées et publiques. Donc à la fois sur des questions individuelles et sur des questions plus collectives. Alors, j'interviens avec différentes casquettes qui sont tout autour de moi. Ce qui m'intéresse et me passionne, c'est les relations au travail. Quelquefois, je dis que mon métier, c'est de soigner les relations au travail. Je le fais à partir de différentes casquettes. Donc, ma casquette la plus ancienne, c'est formatrice en communication et en management. Voilà, former des personnes au management, à la relation entre collègues, à la relation avec un public, à la relation qui se dégrade quand c'est la gestion de conflits, Quand ça va à la mal. relation avec un public qui est potentiellement violent. Et puis, je me suis formée au coaching, donc j'accompagne aussi des managers sur des problématiques managériales et des équipes. Alors, par rapport au coaching, moi, je suis moins dans le coaching performance que dans le coaching difficulté, enfin, sur aider les personnes à surmonter des difficultés. Donc, souvent, les équipes qui m'arrivent, c'est des équipes en difficulté. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai souhaité me former plus récemment à la médiation. Donc, j'interviens aussi pour gérer des conflits dans les équipes. D'accord, donc différentes Voilà, casquettes. différentes casquettes et ma dernière casquette que je fais aussi depuis une vingtaine d'années, c'est les diagnostics en prévention de risques psychosociaux ou en accompagnement de changement. Donc, interroger de façon approfondie les personnes qui risquent d'être en souffrance au travail ou qui sont en souffrance au travail pour essayer de proposer des solutions ou des préconisations aux entreprises. Et comment tu es arrivée à porter toutes ces casquettes? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu es arrivée là où tu en es? Bah, en fait, j'ai commencé par la casquette formation. Je me suis dit que ça suffisait pas, que j'avais envie d'accompagner des gens plus. La formation, on sème des graines, mais on voit pas forcément ces graines germer. Oui. Et donc, j'avais envie d'accompagner les gens plus profondément, plus dans le temps. Et puis après, pareil, pour la médiation, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de situations qui se traitaient pas en coaching ou en diagnostic de prévention des risques psychosociaux. Je me suis dit que cette casquette-là, mon envie, c'est de trouver la bonne clé par rapport à une situation de souffrance au travail dans une entreprise
pour rentrer. Et selon les cas, ça peut être plus en amont pour prévenir ou plus en aval quand il y a un conflit, quand il y a des difficultés ou du turnover, de l'absentéisme, où il commence à y avoir vraiment des signes ou voire des dénonciations de harcèlement, de pouvoir intervenir par la clé qui va être la meilleure pour cette situation. Donc, si je comprends bien, ton trousseau de clés va nous accompagner tout au long de notre échange. Oui, voilà, tout à fait. Parce que du coup, ce trousseau de clés me donne plein de situations où je peux voir les situations, je peux entendre des collaborateurs en diagnostic, prévention psychosociale, me parler de leur manager qui est maltraitant ou difficile ou au contraire aidant et soutenant. Et du coup, tout ça me donne des clés pour pouvoir accompagner les gens en formation ou en coaching. En fait, toutes ces clés se répondent les unes avec les autres et s'enrichissent les unes avec les autres. Super. Eh bien, on va pouvoir commencer. Oui. Valérie, est-ce que tu peux me dire comment un manager peut repérer des signes de souffrance au travail? Ce qu'il faut, c'est surtout regarder les changements. Il peut y avoir des changements au niveau du comportement, de la façon d'être. La personne qui tout d'un coup s'isole, avant elle allait déjeuner avec ses collègues, elle ne le fait plus ou elle s'enferme dans son bureau. Ça peut être des changements. La personne, elle était partante toujours pour les nouveaux projets, elle l'est plus. Ou elle était ponctuelle, elle l'est plus. Ou elle s'endort à son travail, parfois des médicaments, ça peut Mm. amener des choses comme ça, ou elle a des problèmes de concentration. Ça peut être aussi des problèmes au niveau du travail lui-même, hein, du rendu du travail, des erreurs, alors qu'on sait que la personne sait faire, ou des plaintes aussi. La personne qui se plaint, la Oui, personne qui dit à quoi bon, ça sert à rien, ou c'est trop. oui, c'est Voilà, vrai. donc c'est tout ça. Alors c'est sûr que c'est plus difficile quand on est en visio, à distance. Ça se sent aussi. L'humeur de quelqu'un, ça se sent aussi à distance. Donc Bien il faut sûr. être attentif à tout ça. Exactement. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait de se plaindre. Mmh. On est quand même en France. Et en France, voilà, quand on se plaint, en fait, on se plaint aussi pour socialiser. C'est une façon de trouver un sujet commun qui va nous rallier et où on va pouvoir justement dire qu'on n'est pas tout à fait aligné. Et dans le même temps, donc il y a cette façon de se plaindre et puis il y a la façon de se plaindre où on est vraiment en difficulté et on veut faire la lumière sur cette difficulté. Mmh. Donc c'est très difficile, j'imagine, en tant que manager, de se dire bah, est-ce que cette personne se plaint parce qu'elle est en souffrance ou est-ce qu'elle se plaint parce qu'elle veut qu'on socialise? Oui, je pense que tu as tout à fait raison et il y a même une troisième raison pour laquelle on se plaint. Il y a des gens qui ont une conception de la vie et du travail où il faut faire des efforts, il faut souffrir et ces gens-là se plaignent pas pour qu'on leur enlève du travail ou mais pour qu'on reconnaisse leurs efforts. Peut-être, que de la part du manager, il faut faire des essais et essayer alors pour ces troisièmes personnes de reconnaître les efforts. En général, ça adoucit la plainte. Pour les gens qui se plaignent, parce que c'est un outil de socialisation, que ça fait bien de se plaindre, de demander qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place, de demander aux gens, comment ils pourraient être plus constructifs, comment ils pourraient proposer des choses, pour, améliorer les choses et puis effectivement être attentif à la plainte de souffrance, et la plainte de souffrance souvent elle exprime qu'il y a une perte de sens. Les gens disent: «À quoi bon? Ça sert à rien». Il faut être très, très vigilant par rapport D'accord. à ce genre de plainte. Avant de poursuivre notre discussion avec notre invité, j'aimerais prendre un moment pour vous adresser un message très spécial. Si vous aimez ce que vous entendez jusqu'à présent et que vous trouvez notre podcast Café sans filtre avec ton RH informatif et enrichissant, je vous serais extrêmement reconnaissante si vous preniez quelques instants pour nous soutenir. Il vous suffit de partager ce podcast avec vos amis, vos collègues et proches qui pourraient également bénéficier de ces conversations sans tabou. Votre soutien nous aide à toucher davantage de personnes et à continuer à produire du contenu de qualité. Vous pouvez aussi nous laisser une évaluation positive avec 5 étoiles sur la plateforme de podcast de votre choix. Cela nous aide énormément à être mieux référencés
et à atteindre de nouveaux auditeurs passionnés comme vous. Merci infiniment pour votre soutien. L'interview continue. Valérie, est-ce que tu peux nous dire comment un manager de proximité peut favoriser un environnement de travail sain et positif qui prévient la souffrance au travail? Comme ça, j'aurais envie de dire que la première chose, c'est de donner du sens au travail. Comment est-ce qu'on accompagne ces collaborateurs pour qu'ils sentent l'utilité de leur travail? Comment est-ce qu'on peut parler, au lieu de parler de dossiers ou de factures? Parce que derrière les dossiers, il y a des personnes Oui, qui risquent de souffrir si jamais on ne traite pas à temps leur dossier ou pas bien. Derrière les factures, il y a des entreprises qui risquent de faire faillite si jamais elles ne sont pas payées à temps. Donc c'est aussi comment le manager il peut redonner du sens au travail et quelque part toujours ramener la question de qu'est-ce qui se passerait si on ne le faisait pas. intéressant. La plupart des collaborateurs, d'ailleurs, il y a une étude de la DARES qui n'est pas si ancienne que ça, qui dit que les collaborateurs ont l'impression que leur charge de travail est de plus en plus importante. Et dans toute cette charge, il y a des choses qui sont prioritaires, mais on a l'impression que tout est important, tout est prioritaire. Donc c'est assez difficile de se positionner, en tout cas quand on est un peu le petit maillon de la chaîne, Mm. pour se dire bah, qu'est-ce qui est prioritaire, où est le sens, quel sens je dois donner à mes actions. Oui, tout à fait. Par rapport à ça, moi, je remarque que quelque chose qui fait souvent souffrir les collaborateurs, c'est que quand on donne plus d'importance au reporting, aux statistiques, à l'évaluation du travail, mais qui n'est pas toujours sur les bonnes choses par rapport à l'utilité du travail en lui-même. Et c'est ça qui risque de mettre les gens en difficulté. Tu soulignes quelque chose de très vrai. Les indicateurs dont on fait la promotion ne sont pas forcément Mm. les plus importants, en tout cas ceux qui ont le plus de sens. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Dans cette question de donner du sens au travail, comment est-ce que le manager peut promouvoir alors ce que j'appelle moi la désirabilité du travail? Mais c'est vrai que dans toutes les équipes que je vois par mes différentes casquettes, je vois des équipes où tout le monde se rejette le travail. Alors pourquoi moi je ferais plus de dossiers qu'une telle? Et où l'idée c'est qu'il y ait une répartition exacte du travail. Et puis je vois d'autres équipes où au contraire, on se dispute le travail et le travail difficile. Et il me semble que pour un manager, c'est aussi comment est-ce qu'on peut jouer avec ça et aussi montrer que c'est désirable pour soi-même et pas forcément pour une prime ou pour quoi que ce soit, mais de faire un travail difficile parce qu'on sait le faire, et que peut-être la collègue sait pas le faire et que en tout cas ça peut être une valorisation et une motivation intrinsèque, quand on parle de motivation intrinsèque ou extrinsèque, intérieure ou extérieure, comment est-ce que le manager peut promouvoir ça? Il me semble très important aussi que le manager puisse se battre pour obtenir les moyens de faire du bon travail pour l'équipe et de leur donner un cadre de travail motivant et serein. Alors, ça passe par obtenir par rapport à sa hiérarchie, se battre pour avoir des moyens. Il y avait récemment un chef cuisinier qui me racontait que, pour prévenir les TMS dans son équipe, il avait Les réussi TMS? les troubles musculo-squelettiques, les maux de dos et cetera, parce que les D'accord. cuisiniers, ils sont Bien obligés de sûr. parfois de porter des choses lourdes. Il avait réussi à obtenir de sa hiérarchie un matériel nouveau qui faciliterait la vie de ses équipes. Bah, je trouve ça super comme Ouais. manager de Il s'est pouvoir battu. il s'est battu pour ça. Ou pour pouvoir j'ai animé un stage, où j'aidais des managers à accompagner leurs collaborateurs pour qu'ils se fassent moins agresser par le public. Et Oui. c'était dans un service où ils distribuaient des prestations à des personnes. Donc j'avais un groupe de managers et il y avait un manager qui disait bah oui mais moi ils se font agresser mes équipes parce que on a 6 mois de retard dans les dossiers. Ça veut dire que les gens étaient pas payés pendant 6 mois. Donc Ah, ils sont forcément ils étaient exaspérés, les pauvres. agressifs et même violents. Et les autres disaient bah oui mais nous on s'est battus pour avoir des renforts, des intérimaires. Donc là aussi c'est comment est-ce qu'on se bat quand on est manager pour pouvoir donner les moyens de faire du bon travail Ouais. à ses équipes? Je suis d'accord avec toi, il y a une vraie notion de combativité quand on décide Mmh. d'être manager et quand on fait vraiment un choix. Ce choix,
pour les bonnes raisons, mais ça, c'est un autre, Mm. c'est un autre sujet. Mais oui, Mm. être manager, c'est se battre pour plus de temps, pour plus Oui, de moyens, pour oui. plus d'écoute. Mm. Oui. Et parfois dire non à la hiérarchie, on peut pas faire ça. Oui. Ou dire non au destinataire de l'activité, bah non, voilà, ça fait aussi partie de ça. Autre chose pour favoriser un environnement de travail sain et positif qui prévient la souffrance au travail, il me semble que le manager, c'est important qu'il soit disponible et en soutien, c'est-à-dire pas le manager porte fermée qu'on voit jamais et dont on ne sait pas ce qu'il fait. Et puis aussi qu'il puisse réunir régulièrement l'équipe. Les réunions d'équipe, ça sert à la cohésion d'équipe et également, ça sert à des espaces de régulation. Parce que les conflits, ils arrivent quand on n'a pas pu se parler. Or, il me semble très important pour prévenir les conflits, les difficultés, qu'il y ait ces espaces de régulation. On parle des problèmes et on parle des problèmes avec le manager. Quand tu parles de disponibilité, je trouve ça hyper intéressant. Disponibilité, est-ce que ça veut dire j'ai tout le temps ma porte ouverte ou ça veut dire j'ai des temps dédiés pour qu'on parle des choses importantes? Oui, alors ça, tu as complètement raison. Je suis vraiment contre la porte toujours ouverte parce que les managers qui ont la porte toujours ouverte, après, ils viennent me confier qu'ils font le travail après une fois que les gens sont Ouais, partis. c'est Et du dommage. coup, c'est pas se préserver et c'est pas sain. Mm. Donc, effectivement, il faut avoir de la disponibilité, mais aussi pouvoir se concentrer sur à la fois son travail de manager et puis aussi pouvoir réfléchir aussi à ce qui se passe dans l'équipe, avoir des temps de distanciation, de hauteur, où on prend de la hauteur par rapport à Oui, l'équipe. Et tout ça me à semble fait. très important. Super. Merci Mmh. pour cette Mmh. précision. Ce que je voulais qu'on regarde aussi, c'est, selon toi, quelles sont les compétences émotionnelles et relationnelles qui sont essentielles pour, un manager de proximité qui va chercher à soutenir de façon Mmh. efficace son équipe? Justement, pour moi, la première chose, c'est de pouvoir se préserver et se protéger. Oui. L'exemple que je donne souvent, c'est quand dans un avion, on donne les consignes de sécurité, les masques tombent et Oui. vous êtes avec vous êtes avec vos enfants ou votre mère âgée, Ah! Mmh. à qui vous mettez le masque en premier? Eh ben, d'abord à soi. Tout à fait, tout à fait. Pour pouvoir protéger les autres. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut que les managers comprennent, c'est que eux d'abord, pour pouvoir aider les autres. S'ils sont en surcharge, s'ils sont au bord du burn-out, ils vont pas pouvoir apporter le cadre sécurisant pour leurs équipes. Donc ça veut dire aussi pouvoir demander de l'aide à sa propre hiérarchie ou en cas de difficulté, aller contacter son réseau de pairs PAIRS pour pouvoir ouvrir. Parce que souvent quand on est en difficulté face à un collaborateur qui pose problème ou une difficulté, on a toujours une centration sur le problème et une façon de voir les choses et le fait d'en discuter avec d'autres personnes, c'est super important parce que ça va élargir les vues, ça va élargir les solutions. Tout à fait. Et l'idée d'aller voir, en dehors de son Oui. organisation, c'est Mmh. très important, Oui, très important. très important. Et puis après, bah, la deuxième compétence, c'est l'empathie, aimer les gens. Oui, C'est vrai qu'en France, on est, dans un système où le management, c'est quelque part une récompense, c'est une évolution de carrière. On valorise pas les postes d'experts. Or, il y a des gens qui seraient très bien dans des postes d'experts bien sûr. et pas forcément des bons managers. Pour être manager, il faut aimer les gens, il faut avoir de l'écoute, de l'empathie, il faut avoir de la bienveillance. Et bienveillance, ça ne veut pas forcément dire du laisser aller, du laisser faire et de j'écoute tous les problèmes. C'est simplement s'intéresser aux personnes. Et quand il y a un collaborateur en difficulté qui n'arrive pas à faire le travail, plutôt que de lui dire ah bah vous êtes payé comme les autres, pourquoi vous faites pas le même travail que les autres? Ah ça, c'est Vous très agaçant. Je confirme. Enfin, c'est même plus qu'agaçant, ça met les gens en souffrance parce que Bien quand sûr, quelqu'un n'y oui, arrive pas, d'entendre ce jugement-là, c'est clairement. Bah terrible. oui, ton camarade y arrive, Mmh. pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Mais je suis Voilà, pas mon camarade. et donc comment est-ce qu'on peut s'intéresser à pourquoi la personne fait pas bien? Est-ce qu'elle sait pas faire? Auquel cas, comment est-ce qu'on va pouvoir la former? C'est pas parce que les gens ont eu une formation qu'ils savent faire et est-ce que la personne, elle a conscience de ce qu'on lui demande, de la qualité de ce qu'on lui demande? Est-ce qu'elle a conscience de l'enjeu? Pourquoi c'est à elle de le faire? Enfin, voyez, il peut y avoir Bien plein sûr. de raisons pour lesquelles les gens font pas bien et le boulot du manager bienveillant, c'est de comprendre et de pouvoir apporter des solutions et des réponses. Et ce qui me semble important aussi, c'est l'exemplarité du manager.
On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, de soft skills, en tout cas que le manager puisse avoir une certaine façon de faire des critiques, de gérer les choses, de prendre les choses sans se mettre en colère et quelque part, c'est lui qui, par son exemplarité, par son modèle, va pouvoir aider l'équipe à devenir mature. Il y a des fois des équipes où les gens se parlent mal, se disent mal les choses. C'est aussi au manager d'aller élever le niveau et pas en culpabilisant les gens et en disant: «Tu parles-lui pas mal», mais simplement par son modèle, à montrer comment est-ce qu'on peut dire les choses qui fâchent sans fâcher. Mmh. C'est une forme, de oui, Mmh. d'influence, Mmh. collective, je sais pas, Oui. c'est vrai que bon, je passe beaucoup dans différentes entreprises et c'est vrai que je suis assez, surprise de voir que la question de l'exemplarité, n'est pas un sujet prioritaire. Mmh. On parle, oui, on a des valeurs, mais comment on fait vivre ces Oui. valeurs, c'est une autre histoire. Oui, tout à fait. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Exactement, exactement. Valérie, je passe à la question suivante. Quelles sont les limites du rôle d'un manager de proximité en ce qui concerne la gestion de la souffrance au travail? J'enchaîne avec une deuxième question. Quand devrait-il chercher à impliquer d'autres ressources Mmh. ou d'autres Mmh. professionnels? Le manager de proximité, il est le mieux placé pour aller repérer la souffrance au travail dans ses équipes et également pour avoir un rôle de proximité en jouant sur, peut-être, les missions, l'environnement de travail. Donc il est le mieux placé, le plus exposé aussi parce qu'il est, des fois en sandwich et en Ouais. conflit de valeurs entre sa hiérarchie et ses équipes. Il me semble que ce qui peut l'aider dans cette appréhension-là, c'est de bien différencier ce qui est risques psychosociaux et problèmes personnels et où est la limite de son rôle. Le risques psychosociaux, c'est les impacts du travail sur la vie des personnes au travail, mais aussi sur leur vie personnelle. Donc tout ce qui peut impacter la vie des personnes. Par exemple, si l'entreprise déménage et que les personnes vont avoir un temps de trajet complètement allongé, Oui. bah, quelque part, ça regarde l'entreprise et le manager. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que l'entreprise déménage, mais c'est comment est-ce qu'on accompagne ça? Comment est-ce Mmh. qu'on peut trouver des solutions? Par contre, la personne qui décide elle-même d'aller habiter loin de son lieu de travail, c'est pas du risque psychosocial. Bien Donc, sûr. c'est cette limite-là qu'il faut que le manager, sur laquelle il soit au clair. J'aime bien ces 2 exemples que tu viens de nous donner parce que ça met, en valeur, de façon très imagée, la limite entre les 2. Oui, voilà et c'est important. Alors, cette limite, elle est jamais, c'est jamais une ligne blanche parce que forcément, tout se mélange au bout du compte. Mais, c'est important que le manager, il sache les limites de son rôle et là où il est légitime. Je me souviens d'un intendant d'un collège qui, s'était rendu compte qu'un de ses personnels techniques dormait dans sa voiture. Or cet homme, il était marié à une femme qui avait un logement de fonction dans le collège et donc là, ce manager a pris en charge la situation en sauveur, en disant: «Mais attends, il faut que tu trouves un autre boulot, tu peux pas rester», parce que donc il y avait bisbille dans le couple. Oui. «Donc tu peux pas rester avec ta femme. Tiens, regarde, à la bourse à l'emploi, j'ai trouvé un nouveau poste dans le village à côté, postule». Et finalement, il s'est retrouvé en conflit avec ce collaborateur qui voulait pas postuler sur un autre poste, qui voulait retourner avec sa femme. Là, il s'est complètement mêlé de choses qui le regardaient pas. Bien sûr. Dans son rôle de manager, il pouvait, dire: «Il y a une assistante sociale, il y a une bourse à l'emploi». C'est ça son rôle de manager. Mais par contre, pas rentrer dans les problèmes personnels de la personne, même si on peut les écouter en Oui, tant que manager et c'est un gros cadeau qu'on peut faire et ça fait partie du rôle de manager, mais en tout cas, certainement pas donner des conseils là-dessus. bien Et c'est sûr. important de se sentir: «Voilà où sont mes limites en tant que manager». C'est intéressant ce que tu dis parce que je vois, de plus en plus d'entreprises où, en fait, on se dit être une famille et c'est vrai que parfois la limite entre, ce qui est du personnel et ce qui est du Mmh. professionnel, elle est très, très fine et c'est pas évident de se positionner. Oui, c'est C'est pas pas évident évident. du tout, Ouais. c'est pas évident du tout
Et juste, il faut garder ça, cette ligne. Exactement. Eh bien, on va la garder. Et puis après aussi, le manager, il est ni psychologue, ni assistant social, ni médecin. Donc, c'est important aussi d'aller renvoyer les gens sur le personnel qui est adapté. Bien sûr, et c'est déjà les Mm. aider. Et C'est c'est déjà les aider, tout à C'est, fait, tout à fait. la question que je te pose maintenant, c'est de nous éclairer sur comment les entreprises peuvent, elles aussi, soutenir les Mm. managers de proximité dans leur rôle face à la souffrance au travail. Elles ont un rôle énorme. On parle souvent de prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire. La prévention primaire, c'est d'agir sur l'organisation du travail, sur comment donner les moyens de faire du bon travail aux équipes, comment communiquer pour accompagner les changements. Aussi, ce qui me semble très très important, c'est comment faire les bons choix quand il y a des restrictions à faire, quand il faut faire des économies sur des choses. Parfois, les entreprises, elles font des choix où on va restreindre des choses qui sont très symboliques pour les personnes. Et du coup, à ce moment-là, on crée de la souffrance au travail. Donc, il faut bien choisir Oui, les restrictions qu'on fait. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est en prévention secondaire, former les managers. Tous les managers n'ont pas de l'appétence et des compétences naturelles pour devenir des bons managers. Donc, c'est comment on les forme ça se aussi. Et travaille. ça se travaille. Et puis, il y a aussi toutes les formations à la gestion d'un public potentiellement agressif, les formations à la gestion du stress, le coaching de managers quand ils sont en difficulté ou en prise de poste, le co-développement, l'analyse de pratique, tout ça, c'est des choses qu'on peut offrir aux personnes pour avoir des espaces de régulation, de recul aussi par rapport à leur situation. Et puis aussi la médiation. Je trouve que moi qui suis médiatrice en entreprise, je trouve que la médiation, elle n'est pas assez utilisée. Quand j'ai commencé le coaching, c'était pas encore assez utilisé. Là maintenant, Oui, il y en a partout. il y en a partout et c'est devenu une évidence. Pour l'instant, la médiation, c'est pas une évidence et elle est très souvent contactée quand les situations sont c'est trop tard. Ouais. C'est trop tard. Voilà. Alors qu'il y a des choses à faire avant. Dans ce que tu viens de dire, je me permets de revenir sur les préventions primaires parce qu'il y a quelque chose qui a fait écho. Il y a très peu d'entreprises dans lesquelles il y a un guide de prise de décision. Souvent, les managers, je trouve, se sentent perdus parce qu'ils ne savent pas prendre de décision. Or, Hmm. certaines organisations ont mis en place des guides de prise de décision parce Hmm. que la direction ne peut pas tout décider. Hmm. Par contre, elle peut donner les clés pour prendre des décisions qui sont en ligne avec la direction et le bien-être des collaborateurs. Ah, ça me semble très, très intéressant, Et ça effectivement. manque Hmm. cruellement, Oui, oui, cruellement, parce oui. que quelque part, ça Hmm. assoit aussi sa Hmm. position de manager, ça rassure sur Hmm. son périmètre de compétences, et ça rassure aussi les collaborateurs de savoir qu'en fait, il a un manager, mais c'est pas une marionnette, même si c'est un Hmm. manager de proximité. Oui, oui, tout à fait. Et ça donne de l'alignement et de la transparence aux décisions qui sont prises. Et effectivement, elles vont être mieux acceptées. Ça me semble Transparence, t'as très, tout dit. très, 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 très important. Alors, on arrive bientôt à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Oui, parce qu'on a beaucoup parlé du manager, de l'entreprise, mais quid du salarié? Est-ce qu'il n'a pas un rôle aussi C'est dans vrai. dans dans la souffrance au travail? Alors, je voudrais surtout pas dire que c'est sur lui que ça doit reposer parce qu'on a bien vu combien c'était important que et l'entreprise et le manager, soient là et soient bien présents. Mais il me semble aussi que le salarié a un rôle dans son propre bien-être au travail. Pouvoir, bien asseoir les relations avec son manager, demander du feedback quand il y en a pas, demander des explications ou dire, comment le manager pourrait l'aider à faire mieux son travail et puis aussi à pouvoir, trouver du plaisir dans son travail ou bien, faire des choix pour, dire, si je prends plus de plaisir et si là j'ai plus de motivation et de ressort au travail, comment est-ce que je pourrais en trouver? Peut-être dans un autre poste et là aussi le manager souvent est prêt à aider ou l'entreprise aussi est prête à aider donc ça me semble Oui. important,
aussi que le salarié se sente investi, pas responsable de son propre bonheur, mais en tout cas, et un investissement dans son bonheur au travail. Très juste. Tu as raison. Il y a une part de cette souffrance qui relève de notre part. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est quelque chose. Faut être à deux pour danser le tango, et donc chacun Mmh. a sa part. Valérie, en conclusion de notre échange, quel mot de la fin veux-tu partager avec nos auditeurs? Alors, il me semble que la souffrance au travail, c'est une affaire de tous, à tous les niveaux. Qu'effectivement, l'entreprise a un rôle très important pour donner les bonnes conditions de travail et la transparence et le sens. Que le manager, il est le relais aussi de ça en proximité, que c'est très important aussi. Et puis que le salarié lui-même, il a également son rôle de pouvoir faire remonter des choses, et que quand c'est une organisation qui fonctionne bien, il y a ce mouvement d'ascenseur du haut en bas où les décisions, sont bien expliquées et où les demandes sont bien relayées, Oui. jusqu'en haut parce que quelque part, le salarié, il est configuré pour faire du bon travail. Chaque personne a envie de bien travailler, d'être utile à la société, et d'être reconnu pour son travail. Mmh. Et quand on comprend ça, finalement, on peut faire ce mouvement d'ascenseur du haut vers le bas qui est un mouvement, bénéfique et pour tout le monde. Super. Eh ben, merci pour ce mot de la fin. J'espère que chacun des auditeurs qui nous écoutent le portera avec lui, parce que le travail occupe une part importante de nos vies, et il n'y a pas de raison de rester dans la souffrance. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de notre podcast. Pour rester informé sur nos prochains épisodes et bénéficier de contenus exclusifs, inscrivez-vous à notre newsletter. De plus, votre soutien est crucial. Laissez-nous un avis positif sur votre plateforme d'écoute préférée pour nous aider à toucher davantage de personnes. Ensemble, agissons pour un monde professionnel plus sain et plus épanouissant. Merci.